L'adjoint au maire de Fumel, donc dans les années 70, qui était venu en Dordogne et qui a rencontré tes parents. Cet adjoint au maire qui s'appelait Rucker était passionné d'archéologie. Il était chirurgien dentiste et il avait rencontré Laurent Coulonge, donc le père du sauveterrien, donc le préhistorien lot-et-garonnais. Et donc il avait travaillé avec Laurent Coulonge sur une série dentaire provenant d'une sépulture néolithique de Sauveterre. Et donc, cette personne a rencontré tes parents et leur a dit qu'à Fumel, donc dans sa commune, il y avait un groupe de jeunes qui s'intéressaient à l'archéo, à la préhistoire, qui s'intéressaient à la spéléologie, et qui aimeraient bien faire des fouilles. Et tes parents lui ont répondu, mais donc à venir chez nous. Donc en juillet 72, on a débarqué aux Alésies. Et ça a été nos premiers pas en préhistoire sur le prestigieux site de l'Auge-Liotte. Voilà les débuts de... C'était quoi votre bagnole avec le logo du Spéléo Club déjà? Mais là on avait récupéré le véhicule, puisqu'on faisait partie du groupe spéléologique du groupe Quercy-Fumel, qui est un vieux, un groupe spéléologique qui datait dans le paysage régional. C'était le groupe spéléo de pointe par excellence, puisque il y avait Fauvelet, il y avait Rédelvert qui faisait partie plus ou moins du groupe, et puis surtout ils avaient un groupe électrogène et un treuil, un groupe électrogène et un treuil, ce treuil qui faisait partie du matériel du plan Orsec spéléo au niveau national. C'était, je crois, le seul treuil qu'avait monté des bricoleurs de l'après-guerre à partir du matériel de récupération. Ils avaient monté un treuil qu'ils amenaient sur le cos du Quercy, et donc ils faisaient des interventions, eux faisaient des descentes, et puis là ils faisaient des interventions aussi en préparation d'éventuels problèmes de piégeage souterrain. Voilà, donc c'était le véhicule de ce groupe spéléologique Quercy-Fumel, donc la 203 break avec des chauves-souris, vert bateau ou vert pomme avec des chauves-souris jaunes sur les portières. T'as des photos de cette voiture? Non. Et elle est à la casse? Ah oui, je pense que le fer a été recyclé. Hein. Oui, c'était... Alors vous êtes arrivé à Loge-Liotte, Est, pour fouiller à l'Est. On a tout le temps fouillé à l'Est. Exceptionnellement, on a nettoyé les coupes de l'Ouest de temps en temps. Puis ça nous permettait, nous, de comparer un petit peu les stratigraphies. Mais Madame Michard, ta mère, donc, avait donc l'autorisation de fouille à l'Est, à LHE, comme on appelait. Et donc, voilà, on a œuvré de 72 à... Après, on perd un petit peu les traces, parce que moi, disons qu'après, je suis entré au musée, donc j'ai commencé à travailler un petit peu plus au musée, puis je faisais un petit peu moins de fouilles, et puis j'ai dirigé mes fouilles. Donc après, ça a été... je venais sur le site, mais un petit peu en pointille. En guest star. Mais t'es rentré au musée en quelle année alors? 75. 75, ouais. Septembre 75, le 15 septembre 75.
Et les Deluc me disaient qu'il y avait un carré hyper mouillé, c'était trempé, Ah ben oui, le front la coupe frontale, donc en bas, ce qu'on appelle, on descendait dans le temps, mais on descendait également dans l'humidité, dans le taux d'hygrométrie. Ah oui, là, c'était pas simple, c'était un dessous du train. Ben moi, j'étais affecté à cette zone, dans ce train inférieur moyen, enfin dans la banquette sous-ukrainienne. C'était la coupe frontale, oui. Et donc on fouillait en partie à l'éponge, parce que pour faire les relevés, il fallait gratter, il fallait éponger, et puis rapidement faire les relevés, coter le matériel, etc. Tout ça dans l'eau, c'était... Alors bon, il y avait de temps en temps, il y avait des accalmies, ça c'était en fonction du temps qu'il faisait à l'extérieur. Mais c'est vrai que les années 70, les débuts des années 70 ont été des années humides, et très humides. Voilà, donc... Alors moi j'ai un souvenir, mais c'est Jean-Patrick Caille qui chantait des chansons formidables en grattant, en fouillant. Non, c'est des chansons de salvegarde, avec une belle voix. Non Eh oui, mais nous, moi j'ai fouillé qu'une année, Jean-Patrick a fouillé jusqu'à 72. Ah d'accord, vous commencé quand lui il a terminé presque. Ouais, c'est ça, on est resté en Y13. Y13, c'était la banquette du Magdalénien moyen, donc sous le gros, la grosse écaille d'effondrement. Il y avait une partie de dépôt conservé, une banquette que fouillait ta mère en particulier. Et donc, j'y ai un petit peu fouillé aussi. Jean-Patrick, c'était une stratigraphie assez complexe, bon, avec des ondulations, du fait de la compaction des niveaux, lors de la chute du bloc. Et donc, Jean-Patrick a fouillé un petit peu, mais on a assez peu fouillé ensemble. Hein. Ah ouais. Alors il y avait qui, à part Alain et toi? Il y avait Hélène. Alors il y avait Hélène Carsenac, il y avait Rufino Pineda, cette vie qu'on a vécue pendant la fouille, c'est-à-dire qu'il y avait la fouille et puis il y avait l'à côté, c'est-à-dire qu'on était hébergé dans les communs du château de campagne. Et là, ben, on avait une autre vie, la vie collective, c'est-à-dire que ben, on avait en charge les jeunes qui étaient là. Donc c'était une vie de groupe et tous les étés on se retrouvait en vie de groupe et pas mal de jeunes de l'époque, donc de ces fouilleurs, ont été marqués par cette vie et on retrouve dans leur cursus, et même en ayant discuté avec certains, on retrouve cette nostalgie de l'époque, et puis ça a un petit peu influencé leur choix de vie, et puis même les orientations professionnelles. Bon, on a qui sont restés archéos, Turc Morala, Pineda, il était géologue, et puis après, bon, il y avait donc un autre avec qui on est resté très amis, très liés. Et je vais passer Noël chez lui, c'est Sylvain Failly. Son père comment dire, ils sont sartois, enfin il est sartois. Je dis ils sont parce qu'il y avait son cousin aussi Jean-Pierre, mais Jean-Pierre n'est pas resté longtemps. Mais Sylvain était sartois de la Flèche. Son père était prof au Prytanée de la Flèche. Et Sylvain a eu une éducation dans le Prytanée de la Flèche, c'est-à-dire tout petit, le short et l'uniforme. Et il s'est retrouvé dans un contexte qui n'était pas pas le sien. Et donc, tout ce que ça a pu provoquer comme choc culturel. Choc culturel, différence d'éducation. Son père était, malgré le fait qu'il soit au Prytanée, c'était un ramasseur de cailloux, un chercheur également. Il a correspondu avec le Muséum d'histoire naturelle, avec le professeur Rambourg. Il y a un coléoptère qui porte le nom, Failly, je ne sais pas comment, donc du père de Sylvain, et qui était une personne remarquable aussi. Et donc Sylvain a évolué d'un côté avec cette formation du père, et puis la rencontre de l'archéologie,
et puis donc Madame Guichard, et puis bon, tout le contexte des jeunes qui avaient une autre vie que la sienne. Donc Sylvain, alors il y a Alain Quintard, qui donc, je parlais des archéos aussi, Alain Quintard qui donc est originaire de on est pratiquement tous originaires de Lot-et-Garonne, excepté donc Sylvain, Hélène. Donc Alain Quintard du Lot-et-Garonne, du petit village de Montéiral, et il a depuis le début, puisqu'il était intéressé, il faisait partie du groupe spéléologique de Mont-Sampron. Lui. Nous on était de Fumel, mais lui était de Mont-Sampron, le village à tout près, Mont-Sampron-Libos. Et donc Alain Quintard est resté toujours attaché à l'archéo, attaché à Mont-Sampron et attaché au gisement de l'Aspélinos, le gisement de Mont-Sampron qu'avait fouillé Laurent Coulonge aussi, sur lequel il avait été trouvé du Néandertal, de l'homme moderne, enfin de l'Aurignacien, du Gravétien. Et donc Quintard a poursuivi les fouilles à partir des années, là aussi des années, je pense, fin des années 70, on va dire. Et il a eu plusieurs opérations de fouilles, autorisation de fouilles, et il a mené plusieurs opérations. Et jusqu'à l'an dernier, puisqu'on a trouvé encore un reste humain dans des déblais d'animaux fouisseurs, on a trouvé un pariétal humain, ou un occipital. Donc Alain est toujours sur le site, et on collabore avec Alain aussi. Alain Turc, il est rentré au musée en quelle année, lui? Pareil, dans ces Alors années Alain Turc est rentré quelques mois avant moi. D'accord, en 75 aussi ou par Il a dû rentrer au début 75 ou fin 74. Après, il est parti à Pêche-Merde, musée de Pêche-Merde. Ensuite, il est parti à Bordeaux, au service régional de l'archéologie. Et finalement, il est revenu au musée. Et vous avez eu la visite de bord, de gens comme ça, à la fouille ou jamais? Non, Borde, on n'a pas eu Borde. Borde n'est pas venu. Enfin, moi, on n'a pas vu Borde sur la fouille, non. Borde est venu en 69. Ah, au congrès de l'Inquois, sur la terrasse, Voilà. j'ai des photos formidables. Tu dois t'en souvenir. D'ailleurs, tu avais trouvé, si je me souviens bien, ta mère m'avait raconté l'anecdote, c'est qu'ils étaient en train de manger, et toi tu es arrivé avec un silex marqué que tu avais trouvé un gratin dans le coin de... Alors, c'était des silex Peyronii qui avaient été enfouis, et donc Borde avait fait un bond en voyant le matériel que tu avais amené. Je me souvenais pas que c'était Borde qui était à table ce jour-là. Dans mon souvenir, c'était Chabert. Enfin, c'est pareil. Il y avait du monde à la maison. Ouais, il y avait peut-être les deux à ce moment-là. Ouais. Non, Borde, il n'est pas venu. Parce qu'il est occupé pendant la période des fouilles, lui aussi fouillé. Donc, c'est vrai. On a vu Henri Laville qui est venu. Jean-Marc Bouvier qui passait régulièrement. Il y avait une autre flopée de fouilleurs de Fumel. Il y avait Kader Chaïbedour, qui était il était institut ou prof des écoles en fumélois aussi. Il y avait tout un... il y avait Marmier, André Marmier aussi qui était des spéléos. Il y avait Bressol, Alain Bressol. Il y avait beaucoup de Alain sur la fouille, et ta mère avait appelé Alain Turc, elle avait appelé Ernest. Ernest, c'était le nom de l'oserie d'Alain Turc. Et puis alors le week-end en plus, on avait, parce que on fouillait, quand on aime on compte pas, on fouillait toute la semaine, excepté le dimanche. Mais le samedi, on avait du monde du Fumélois qui venait nous prêter main forte. Donc on avait le renfort, et à ce moment-là, ta mère sortait des refus de tamis, ou du matériel à tamiser de tranchées qui avait été réalisé, je ne sais pas si tu te souviens, le STR, sondage tranchée route.
depuis chez Laborie, traverser la route, puis qui allait dans le talus. Et donc là, lorsqu'ils ont fait les travaux, ils ont sorti un certain nombre une certaine quantité de sédiments, et ça avait été mis en caisse. Et donc quand les gens passaient, on leur faisait tamiser, comme ça ils trouvaient du matériel, et puis en même temps, ça devenait l'utile à l'agréable, et puis on sortait du matériel. Et puis c'était généralement à ce moment-là que ta mère nous faisait les cours de typologie, parce que c'était grand, c'est ce qu'ils disaient. Bon, notre départ, les débuts de notre formation, c'est de là, c'est à partir de là qu'on a pris conscience que c'était tout un monde, que c'était un domaine relativement structuré, qu'il y avait des règles, il y avait des choses un petit peu qu'il fallait découvrir. Et donc ta mère s'employait à nous former. Alors on avait nos cahiers de typologie, et je dois avoir ça quelque part. Donc la typologie était à l'ordre du jour. Hein. C'est là qu'on a appris à différencier le grattoir, la lame, le grattoir, les burins, les typos, toute la typo. Ah oui, là, disons que nous, ça a été vraiment l'opportunité de logerie. C'est vraiment l'imprévu dans une vie. On se demande pourquoi ça s'est passé comme ça. Logiquement, ça ne devait pas se passer comme ça. On s'est croisé, nos vies, nos chemins se sont croisés. Enfin, modestement, mon chemin a croisé ceux de tes parents. Et les autres aussi, ceux qui ont fait carrière, ou même ceux qui n'ont pas fait carrière, mais qui ont suivi dans d'autres chemins. Mais tous ont été marqués par, alors je dis, tes parents, ton père. Il était, je l'ai connu après comme lorsque je suis rentré au musée. Mais mes liens à moi étaient plus proches de ta mère qu'avec ton père. Ceci dit, on a d'excellents rapports avec ton père aussi. C'était enfoui chez Madame Guichard. Alors ton père il venait de temps en temps, on discutait un petit peu. Après, quand j'ai travaillé au musée, on a eu l'occasion de partir en Bergeracois, tous les deux, faire des prospections, des trucs comme ça, c'était agréable aussi. Mais la réelle formation, ça a été avec ta mère. Il n'était pas trop chiant au musée, mon père? Non. Non, tu sais, comme tous les... Moi, j'ai un tempérament assez direct aussi, alors, et assez imprévisible, alors... on s'est, de temps en temps, on s'est un petit peu accroché, mais bon, il y a eu une petite histoire un petit peu dure, mais après, je crois que dans le professionnel, je crois que c'est difficile, hein, parce que je vois ce qui s'est passé après, comment c'est aujourd'hui, mais je regrette, malgré tout ce qui s'est passé, hein, je regrette cette époque-là. Donc tu vois, c'était pas dramatique. C'est des moments où ton père il y a eu un petit problème au moment. Quand on a changé de statut, c'est-à-dire on n'était plus étudiant, mais on volait nos propres ailes. Et ça, c'était un petit peu difficile, un petit peu délicat. Il a eu du mal à accepter, donc ça a été, il y a eu une petite tension. Après c'est passé, puisqu'on a publié ensemble. On a republié, donc on a fait quelques travaux ensemble. Je crois que c'est dans l'évolution normale, et même dans une famille, il y a des moments où... D'ailleurs, c'était une famille, hein, parce que ta mère, c'est ma mère spirituelle. C'est elle qui m'a formaté. Hein. Alors après, et donc, je pense que c'est normal qu'il y ait eu des petits accros dans nos relations, mais des accros qui sont raccommodés sans problème. Et comment ça se fait qu'elle avait cette propension,
c'est ça qui est énigmatique pour moi. C'est vraiment une question toute bête, mais je veux dire, tu vois, par exemple, là, ce soir, je vais dîner chez mon ami, le grand ami Michel Grégoire. C'est pareil, Michel, Ah oui, il y a eu un moment où, bon, c'était... Alors, c'est quand même marrant, quoi, je veux dire. Mais oui, mais il appelait maman lors de la cérémonie donc à Gonac. Mais il a dit, si tu veux, les mots, exactement les mots que j'aurais dit moi si j'étais intervenu. Et c'est non, bon, elle avait quelque chose qui difficile à expliquer. La brouche, comme elle disait, je suis une brouche. Elle avait une influence sur les gens, mais bon, heureusement, c'était une influence positive. Mais qu'est-ce que ça veut dire la brouche? La sorcière? Elle te l'a jamais dit? Si, elle disait qu'elle était sorcière d'une génération sur deux. Elle était brouche, donc c'était marrant comme truc. Alors, bon, nous, on l'apprenait. Pour nous, c'était l'esprit, si tu veux. C'était pas la sorcière, gna, gna, gna. C'était, pour nous, elle avait quelque chose en plus. Non, c'était elle était une très très bonne pédagogue. Elle était très pédagogue. Elle était très observatrice. Bon, et puis elle avait une façon de faire passer les choses très simplement. Très simplement. Les choses passaient sans forcer. C'est-à-dire que on comprenait. Et c'est vrai que nous, on a une relation, enfin, j'ai une relation avec ta mère privilégiée parce que on était sur la même ligne d'onde. Et c'est bon, je peux te le dire. Enfin, je pense que j'étais son préféré. Mais pour moi, ça a toujours été du respect et de l'envie de savoir plus. Parce que elle m'inspirait, si tu veux, de la connaissance, elle m'inspirait plein de choses. Bon, dans le domaine de la préhistoire, pour moi, c'était un puits de science. Donc, je puisais abondamment dans ce que. Alors que plus tard, tu en as connu des beaucoup plus renommés, des préhistoriens. Je veux dire, par là, je veux dire, Vialou, Coppens, je sais pas, tous ces mecs-là, c'est des pointures, vraiment, quoi. Alors, je les ai pas connus, je les ai pas fréquentés, je les ai connus. Bon, on connaît des collègues, mais ta mère, bon, c'est différent. Elle était du calibre des grands. Alors, pour moi, c'est dommage parce qu'ils sont restés sur leur burin, sur leur bout de grattoir, sur leur burin, mais je pense qu'ils avaient la carrure d'aller beaucoup plus loin. Ton père, bon, je trouve que ce qu'il a à s'aborder, c'est la politique. Il n'aurait pas fait de politique. Bon, les idées qu'il avait, à tous les deux ou indépendamment, ils avaient des idées. Chacun. Et ils auraient c'est pas par hasard s'ils fréquentaient les boards, c'est que quelque part ça passe. S'il y a un décalage, ça peut pas aller. Bon, tu vas croiser des gens, mais tu les fréquentes pas. Ils ont entretenu des relations longues, durables avec les boards, avec d'autres. Donc, c'est des gens qui étaient reconnus dans le milieu. Et, bon, moi je peux le dire avec du recul, de toute façon. Bon, moi, je suis un observateur, de toute façon. Et puis, je trouve que ils avaient la carrure et alors je ne sais pas pourquoi ils se sont un petit peu dispersés. Est-ce que c'est l'ouverture du musée? Il a fallu quand même ouvrir le musée. Ils se sont investis. L'ancien, ils ont quand même programmé le nouveau parce que c'est quand même eux qui ont lancé le musée. Voilà, même si ça n'a pas été dit après, je préfère le dire ça. Bon, comme je t'ai dit un jour, j'ai dit à Philippe, lors de l'inauguration, à Philippe Lagarde, il faudra remercier Jean Guichard pour ce musée. Parce que lors de l'inauguration, personne ne l'a fait, si ce n'est justement Philippe Lagarde, parce que
peut-être qu'on en avait parlé là. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et, ça m'a vachement fait plaisir, j'avoue. et voilà. Bon, alors, bon, il y avait tes parents qui étaient vraiment des acteurs de la préhistoire des années 70-80. Et puis, comme je te dis, malheureusement, il y a eu cette politique qui a fait que, bon, ton père est parti dans des batailles vaines et inutiles. Bon, si, il s'est battu pour la commune, mais bon, quand on voit ce que c'est devenu après, bon. C'est-à-dire trop touristique. Ils ont passé un petit peu trop aux autres et puis pas suffisamment à eux, je crois. Bon, après, bon, ils ont quand même impulsé un certain nombre de choses, de valeurs, et qui sont restées. Bon, nous on porte ce qu'ils nous ont... moi, j'ai été formé par tes parents, et je le dis. Bon, j'ai eu Borde comme professeur, mais je l'ai eu comme prof, si tu veux, c'est pas lui. Moi, j'ai reçu son enseignement de professeur. Tandis que ce formatage dont je parlais tout à l'heure, c'est cet esprit m'a été donné par tes parents. T'as vu qu'il y a eu l'expo Borde l'an dernier à Carsac? Je suis pas allé. Qui a été... Ah, tu l'as eu comme prof à Bordeaux après? Avant. Je l'ai eu en 75, moi. Oui, parce que... Ah oui, c'est ça. Non, enfin, après, tu connaissais déjà mes parents quand tu as eu Borde. Je connaissais tes parents. Oui, d'accord. En 75, j'ai fait le point, j'ai voulu faire le point de mon acquis, savoir si je franchissais le pas, je changeais de direction professionnelle, etc. Ou si je restais dans ce que j'étais, c'est-à-dire bon, mais, il fallait passer le cap, moi j'étais dans un autre contexte professionnel, donc il fallait à ce moment-là changer de vitesse, ou faire de l'archéologie. Et puis alors à ce moment-là, en 75, ton père a récupéré un poste tout à fait par hasard, qui n'était pas prévu. Il m'a téléphoné. Il m'a demandé si ça m'intéressait de prendre ce poste de gardien à l'époque. Bon, moi, ça m'intéressait. Le musée, pour moi, c'était un temple. Donc, c'était le temple de la préhistoire. Et c'est resté. Pour moi, le musée est resté ce temple, mais pendant la durée de tes parents. Aujourd'hui, c'est plus ça. Et c'est ce que j'ai dit au directeur. C'est ce que j'ai dit à Clélier, je regrette. Moi, je suis rentré ici pour faire de la préhistoire. Et je regrette, on n'est plus dans le même esprit, je ne suis plus dans le musée de Peyronie et des Guichards. Je suis ailleurs. Mais tu fais quand même de la préhistoire, j'espère. Oui, mais je fais ma préhistoire à moi. C'est-à-dire que, même si je publie à Trémorla, Musée national de préhistoire, bon, ce sera pour le musée. Mais quand le musée étant situé où il est, pour moi, il y a toute cette charge culturelle qu'il y a autour de... Mais culturelle, donc, actuelle, c'est-à-dire, on a fait un musée pour accueillir des collections, mais toute cette charge culturelle du passé. C'est-à-dire on est dans un environnement qui lui-même est chargé, c'est-à-dire quand tu marches dehors, tu marches sur les pas des paléos. Pour moi, il y a tous ces éléments qui entrent en jeu. Il y a une connexion de tous ces éléments, et c'est ça qui fait que, dans ma recherche, je ne fais pas que travailler sur du caillou. Je réfléchis sur le bonhomme, parce que ce bonhomme, je le connais, puisque je fréquente son environnement, et je me mets dans des situations, etc., de savoir comment il aurait pu réagir. C'est pour ça que j'ai travaillé sur les matières premières, que j'ai fait... Bon, je connais les ressources de matières premières du coin parfaitement, donc je sais où ils ont pu aller, etc. Mais tout ça parce que pour moi, c'est un tout. C'est un tout. Je ne suis pas dans l'esprit de quelqu'un qui vient travailler sur les angles de burin ou les fronts de grattoir, et puis point, il repart à Bordeaux, et puis il publie son truc. Moi, ma façon de voir, on élargit, on contextualise les éléments. Sinon, c'est pas...
ça ne sert à rien. Et puis bon, on le fait pas pour nous, je le fais pas pour moi, je le fais pour passer la balle à quelqu'un. Alors après, elle sera récupérée par quelqu'un d'autre, ou abandonnée. Mais enfin bon, j'aurais mis des jalons pour que ça puisse aller plus loin. Et ça, c'est dans la transmission de ce que nous a appris ta mère. Et ça convenait parfaitement à ma façon de réfléchir, ma façon d'analyser, d'essayer de comprendre les choses et de... Et alors, puisque tu parlais, si c'est la question qui te fait chier, tu me dis, mais puisque tu parlais de politique, bon, il y a un truc qui est très énigmatique quand même chez mes parents, quand je pense à eux, enfin c'est souvent, c'est ce côté, bon, ils se réclamaient, hein, vraiment, de droite, pas d'ailleurs de la même façon de l'un et l'autre, mais bon, puisqu'ils s'engueulaient beaucoup sur De Gaulle et tout ça, mais en même temps, à pas mal d'égards, ils n'avaient pas un comportement vraiment de droite, si tu veux. Je veux dire, entre les robes de ma mère, tout un tas de trucs. Donc, si tu veux, j'ai toujours trouvé qu'il y avait une espèce de tiraillement, de contradiction. Voilà, ouais, je crois qu'il... C'était plus dans le... Comment dire, attends. C'était plus dans une tradition. Ils avaient des valeurs, eux, qu'ils essayaient de... Enfin bon, c'est comme ça que j'essaie de... Je pense que ils vivaient dans un monde avec leur façon de fonctionner, mais ils ne fonctionnaient pas comme ils auraient fonctionné s'ils avaient vécu 50 ans plus tôt. C'est-à-dire, alors, je m'explique. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont un héritage, et ils ont prolongé cet héritage dans la manière un petit peu cartésien, une façon un petit peu cartésienne d'analyser les choses, et de, bon, c'est blanc, c'est noir, c'est noir. Bon, en fait, il y a des nuances qui sont arrivées après, c'est que dans la gamme des couleurs, il n'y avait pas que du noir et du blanc. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'ils les ont intégrés. C'est-à-dire qu'avec nous, ils ont fait du sépia, ils ont fait tout un tas de teintes qui sont dans l'air du temps. Mais avec derrière, de temps en temps, et c'est ce côté un petit peu rigide qui a mené quelquefois à des situations de blocage, c'est que... mais c'est sur des points, je pense que si on avait eu, parce que en discutant ces points, je pense qu'on aurait pu éviter les problèmes, mais c'est vrai que chacun était sur des positions un petit peu différentes, mais comme tu dis, c'est pas... Ma mère était féministe, par exemple. Complètement. Et ça, c'est pas une position de droite, tu vois. Par exemple. Complètement. Et puis, bon, en fait, il y a eu un certain nombre de jeunes parmi les groupes qui étaient d'origine immigrée, qui étaient immigrés d'origine étrangère, pardon, et bon, il n'y avait pas de différence, hein, sur la fouille, bon, dans les carrés, il n'y a pas de différence, hein, et même après, au niveau des... Non, elle partageait ce qu'elle avait partagé, bon, non, je pense que aujourd'hui, ils auraient vécu, on ne les aurait pas donné une connotation de droite, tu vois, c'était quelque chose de l'air du temps. Alors eux avaient un passé culturel plus assez relativement teinté, donc c'est avec une éducation, le père de ton grand-père paternel donc était dans l'éducation nationale aussi. Il était cheminot. Il était cheminot. Il était cheminot. Celui qui habitait à Couze. Il était cheminot. Tu vois, je ne me souvenais pas. Mais oui, il était... bon, voilà, ce sont des valeurs qui sont... voilà. Non, moi, j'ai pas... J'ai pas... Comment dire... non.
Non, enfin bon, c'était... Non, par contre, là où j'ai subi j'ai subi le fait que tes parents soient de droite, c'est au musée. Ou plutôt dans le quartier du musée. C'est-à-dire que les gens des Aisy ne me disaient pas bonjour parce que j'étais forcément de droite. Et 15 ans après, il y a des gens qui m'ont dit bonjour. Les Aisy, parce qu'ils étaient en opposition avec tes parents. Bon, ça c'était leur truc. Moi j'étais là pour bosser. Moi je ne faisais pas de politique au musée. Moi c'était sur les cailloux. Donc, mais c'était assez amusant. Alors bon, je me suis amusé, vraiment amusé parce que bon, les mecs ils étaient complètement à côté de leur pompe. Et puis c'était comme ça. Bon, C'est quand même un peu con. alors c'est marrant parce que bon, tes parents aussi savaient très bien que j'étais quand même pas de leur bord, mais c'est des discussions qu'on n'abordait pas, ou qu'on avait l'intelligence justement d'éviter. De toute façon, quand on fréquente des gens, on a des amis, on ne les fréquente pas parce que. On les écarte pas parce que. Mais écoute, moi je vais te dire un truc, peut-être le meilleur ami de mes parents, hein, dans la sphère amicale, pas professionnelle, pas préhistoire, dans la sphère amicale, c'était Marcel Aranceau. Aranceau, Tu te oui. souviens d'Aranceau, Oui. qui était un type absolument formidable, Aranceau. Mais Aranceau, moi il m'a fait découvrir Charlie Hebdo, Cavana à l'époque, il m'a amené voir Sex O'Clock USA de François Reichenbach à Bordeaux, etc. J'avais 14 ans. Enfin, je veux dire, et ça, mon père le savait très bien. Mon père savait très bien qu'Aranceau était non seulement de gauche, mais gauchiste, vraiment. Mais et ça n'a jamais été un obstacle, tu vois. Donc, bon. Non, c'est pour ça qu'ils étaient quand même très tolérants. Alors après, ici localement, au niveau des. Je ne me suis jamais trouvé là au moment des élections. C'est vrai que quand je suis arrivé, bon, les élections étaient terminées. Donc, et puis moi j'avoue que je me suis pas trop. J'étais pas là pour ça. Donc, Bien sûr. non, moi j'étais dans mon élément. J'étais dans le temple avec des gens qui me parlaient préhistoire. Et c'est vrai que. Il aurait été de mauvais ton aussi Ouais, bien sûr. Non, c'était. Et alors la vie à campagne, c'était sympa. Donc vous étiez dans les communs hein, avec les fouilleurs, c'est ça? Moi je me souviens, j'avais piqué la mobilette à Ruffino, je m'étais fait un trou, je l'ai toujours d'ailleurs. Je m'étais cassé la gueule dans les gravillons du chemin. Je lui avais demandé, tu me la prêtes? Il m'avait dit non, j'avais presque quand même, je m'étais cassé la gueule en inversant frein avant, frein arrière, tu sais. Alors il a eu, tu vois, enfin bon, bref. Mais ouais, les communs, c'est quand on arrivait dans le chemin du château, tu avais le château au bout, c'était à droite, c'est ça, c'est cette partie-là, hein, c'était là. Ouais. Ah, c'était sympa. Et puis on avait des toiles de tente, on était sous la tente. Là c'était le réfectoire. Hein. Le réfectoire et puis les sanitaires. On avait la grande salle, donc le réfectoire. Et puis derrière, il y avait les anciennes étables des chevaux, donc au pied les écuries plutôt, pas les étables, les écuries donc non, juste sur le côté. Non, mais je veux dire, au pied de la côte qui monte au rocher là-haut. Ouais. Là où il y a des escaliers, là, il y a des escaliers. Donc là, il y avait un sanitaire qui avait été aménagé. Ouais, voilà, donc on était bien. Tu te souviens d'Annie Courteau? Oui. Mais elle a fouillé? Pas trop. Ben, on s'est croisé la première année. Parce qu'elle est arrivée avec son groupe à campagne, il me semble, au tout départ. Je sais pas, moi j'ai. Alors je sais plus, 72, 73, 64, 73, ouais, peut-être quelque chose comme ça, 73, 74. T'as des contacts avec Annie? Non, je dois dire qu'elle m'a... Moi je m'entendais très bien avec elle. Je crois que tu me l'as dit, tu m'as dit qu'elle Elle m'avait demandé de détruire son courrier expressément et de pas... Donc je veux dire, je crois... Je sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Oh, je peux toujours essayer, remarque, une fois, de lui dire voilà, je suis toujours vivant, est-ce qu'on peut se voir une fois? Bon, si elle me dit non, je comprendrai. Après tout, ma soeur ne veut pas me voir, je vois pas pourquoi. Mais
Mais autrement, j'avais un bon rapport avec elle. Mais par contre, elle avait un rapport avec ma mère extrêmement particulier, mystérieux, fusionnel et fort, hein, visiblement. Il y a Michel Duep aussi, tu te souviens de Michel Duep? Michel Duep, oui. Hein, alors lui, je sais pas ce qu'il est devenu. Il a été à Notre-Dame-de-France à un moment Ouais. donné, à Ablon, ou je sais pas, du côté de Il Fontainebleau. était à Là. Fontainebleau. Voilà. Ouais. Ouais. Puis alors depuis, peut-être que Ben, moi, c'est pareil, à un moment donné. On a beaucoup correspondu, ouais. À une époque, même, il m'a alimenté parce qu'il avait la possibilité. en bouquin. Un bouquin, enfin un bouquin, en photocopie. Il a passé des heures et des heures à me photocopier des trucs. Je les ai encore. Bon, et Ouais. puis, bon, lui, il avait eu donc des problèmes sentimentaux. Et on s'était même revu ici après. Il avait donc trouvé quelqu'un, enfin, une autre compagne, et puis ils sont venus une année à Sireuil, là, et on y était allé avec Christine. On avait passé une ou plusieurs soirées ensemble. Et après, bon, ben, je sais pas ce qui s'est passé, voilà. Michel Duep, oui. Il était prof de philo, je crois, au départ. Oui. Ouais, il Ouais. était, Ouais, et puis après, donc, il a pris la direction du bahut, d'un bahut à Fontainebleau. Oui, après, bon, c'est toute une vie de gens qu'on a croisés. Ouais, après, il y a que les Babette, Elisabeth Casali de Fondouce, qui a fouillé, t'as pas, te souviens pas? Bah, Casali, c'était c'était Le gendre Peyronny, non? Oui. C'est même pas. Aucun rapport. Non, enfin, Ouais. là, c'était les Casalis de Fondouce, du préhistorien, un des pionniers de la préhistoire Ah, d'accord. de, de, de Provence. Hein, donc, mais là, Ruffino, c'est dommage que Ruffino. Il faudrait que tu lui téléphones à Ruffino. Ouais. Bon, ça va te coûter un coup de fil aux Fidji. Ah, mais j'ai téléphoné TF1, t'es fou. Ben ouais. Oui, oui. Et Gratos. je dois avoir ses coordonnées ou son email. Ah oui, son Ouais, email, ça, génial. c'est encore mieux. Mais alors lui, il te raconterait quand il a débarqué avec son... Avec qui il était je sais pas si c'était pas avec le cousin de Sylvain, avec Jean-Pierre, chez Casalis de Fondouce. Enfin bon, ils ont débarqué, eux, ils allaient chez Casalis, tu vois, et Casalis, quand ils ont débarqué dans la propriété, Casalis, c'était le château, enfin, la propriété, bon, c'était un autre... Eux, ils sont arrivés à 2 chevaux là-dedans, un petit peu... c'était amusant. Et puis il y avait Laure Abrial qui était qu'est-ce qu'il était son père? C'est pareil, c'était une copine une amie d'Elisabeth. Laure Abrial, son père était amiral de marine. Enfin, mais nous c'est ça qui était bien aussi, c'est que à campagne, c'est que pour nous, il y avait pas d'étiquette. On était tous ensemble. Il n'y avait pas le petit du Pritané, le fils de l'ouvrier de l'usine de Funel, la petite fille de la comtesse, machin. Ce qui est vrai, hein, parce qu'on a eu les Abrial, ils étaient... bon, et les Casalis aussi. On mangeait de la sardine, pareil, et puis le fromage, on le coupait au gabarit, parce que on avait des frais qui étaient, des fonds qui étaient limités, donc on faisait tout à l'identique. C'était là, les valeurs, c'était du collectivisme. Ah, complètement. Ah ouais, complètement. Là, il n'y avait pas de tricherie, c'était chacun mangeait comme l'autre. Et donc, bon, voilà, c'était... Mais je pense que ça a marqué tout le monde, et tout le monde est reparti, tous les participants dans leur coin, bien sûr Madame Guichard, et le petit coin du château de campagne. Bon, c'était un petit... Bon, c'était une époque. Moi, une pièce que j'aimais beaucoup, c'était à Logerie, c'était le bureau. Là-haut. Là. Le bureau de tes parents? Ouais. Ah ouais, c'était aussi. C'est un lieu de... Avec les cendriers remplis, les 2 bureaux face à face.
la funaga qu'il y avait là-dedans. Des fois, tu rentrais, putain, c'était un brouillard. Les manuscrits de ta mère, c'était assez amusant, ouais. Les trucs à rallonge, parce que c'est vrai que là, maintenant, on fait des copier-coller, des machins. Oh, il a dû s'amuser quand tu lui as... Je crois que c'était toi qui lui avais payé son premier micro-ordinateur. Oui, l'Amstrad, ouais. Elle a vachement aimé, hein. Oui, ah ben, ça m'étonne pas. Parce que ça avait dû la... Ben, comme moi, parce que moi j'étais resté dans son système de manuscrits. Donc j'avais des rubans des rubans de papier adhésif blanc et je recouvrais mes trucs et je réécrivais dessus. Alors j'avais toujours des trucs, j'aime bien que ce soit relativement bien propre, tu vois, et clair, mais ça me demandait un travail, bon c'était... c'est des manuscrits à encadrer, tu vois, parce que... mais c'était un travail dingue. Alors, quand j'ai découvert le traitement de texte, alors là... Alors, ce que j'ai trouvé récemment, c'est le rouleau de PQ sur lequel elle a lu le truc de... Tu sais, elle avait écrit son discours. Je l'ai, hein. Ah ouais, je l'ai dans ma chambre, il est c'était... exposé. Ça, c'était... Oui, voilà, tout ça, pour moi, ça a été fort, hein. C'est des souvenirs très forts. Et pour moi, c'est mon façonnage, tu vois. Je suis... Et donc après c'est les idées de chacun qui se développent en fonction de ce qu'on a. Bon, moi j'étais parti sur les études de matières premières, donc j'ai eu accès quand même à leur gisement, parce que là ils étaient très attachés à leur gisement. Hein. Du Bergeracois. Ouais, du Bergeracois. Alors ça a été, c'était un peu la chose qu'il fallait pas toucher, tu vois. Et puis après, par un biais, j'ai trouvé du silex de Dufumélois dans les séries de Rabier. Donc j'ai pu étudier une partie de Rabier. Et puis après, bon, j'ai fait de la technologie, donc je suis rentré sur Usine Henry. Donc j'ai publié une partie de Usine Henry. Et puis après, Canol. Troche, Canol. Et là, on vient de sortir, il faut pas que je récupère un tir à part. Je te le ferai passer. Parce que là, j'ai fait un petit historique aussi par le départ. Ah oui, c'est pas un article personnel, donc j'ai pu introduire que des précisions, parce que tu sais, les étudiants, ils sont sur des séries, alors eux, c'est fouillé par Guichard, Blondon, point. Ah oui, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Donc, j'ai apporté quelques nuances. Sur Canol, le Châtel-Péronnien. Parce que là, c'est une des plus belles séries qui était sortie de Châtel-Péronnien en Aquitaine. Donc, c'était important. Il y a un petit jeune là donc, qui est parti en maîtrise. Et là, on a fait un article collectif dans le dernier Paléo. Paléo, qui est la revue du musée. Donc. Et en même temps, je suis en train de réfléchir, mais je ne l'ai pas ici. Et donc, et lui, il va poursuivre en thèse, le jeune là. C'est bien, parce que c'est un enrichissement qu'il mérite. Tu voulais que je t'explique par rapport à l'augerie, le problème de méthode. Ah oui, absolument, oui. Tout simplement, et ça, nous on était un petit peu, on était trop jeunes puisqu'on apprenait, donc on n'a pas eu le réflexe. Tu sais, on nous faisait prendre des altitudes avec les niveaux à triangle, à ficelle. Oui. Bon, alors ça, à chaque fois, quand on arrivait sur le chantier, on remettait nos niveaux à ficelle impeccables, ce qui fait que les altitudes étaient bonnes. Et tout le monde le faisait à tous les paliers. Il manquait qu'une chose, c'est la corrélation des niveaux entre eux à un niveau général. Ah ouais. Et ça, planté. C'est-à-dire que c'était le truc auquel on ne pouvait pas penser. Bien sûr. Et on a essayé à faire avec un copain qui a travaillé aussi sur les séries, on a essayé de voir si on pouvait corréler, si tu veux, à partir des carnets de fouilles. On n'y est pas arrivé. Alors, quand on a des assemblages, enfin des séries avec les carrés et puis les niveaux marqués, ça va. Mais malheureusement, on n'a pas tout.
On n'a pas toutes les infos. Donc, on n'a pas pu l'utiliser comme on aurait pu l'utiliser. Parce que sinon, on aurait publié, moi j'aurais publié les résultats de fouille. Bon, ils n'ont pas pu le publier eux, mais moi je l'aurais fait si tu veux. Mais je ne peux pas le faire. Parce que je ne sais pas à quoi ça correspond. Donc on peut considérer que toutes ces années de campagne de fouilles sont presque foutues, quoi. Ah putain. Voilà, c'est un peu frustrant. C'est un peu frustrant par rapport à ce qu'on aurait pu. Ouais. Pour ça, l'augerie, c'est malheureux. Et Borde avant, quand il y avait fouillé, comment il faisait méthodologiquement? Borde, oui, on a des niveaux de. Et pourquoi ma mère n'a pas eu l'idée de reprendre au moins la base? Elle n'a pas fouillé pareil. C'est-à-dire, elle partait sur la base de. Elle avait sa classification à elle. Et qui ne correspondait pas à celle de Borde. Borde, ses niveaux, c'est. Bon, il a bossé avec. Borde avait quand même des géologues dans son équipe. Donc, il a commencé à faire une stratigraphie. Et cette stratigraphie, elle est saucissonnée donc, par des niveaux archéo. Et ces niveaux archéo, ben, ils ont forcément un numéro correspondant. La couche 22, c'est le Potomagda, etc., etc. Bon, donc dans le matériel, et puis bon, Borde avait toute l'infrastructure derrière qui faisait que le matériel était marqué au fur et à mesure. Ce qui fait que les séries de logerie qu'on a rentrées de François Borde, on peut les utiliser. Parce qu'on a un portoir qui est marqué couche 22 et que le matériel est marqué couche 22. Parce que le matériel, quand il arrive au musée, le matériel de logerie sorti donc par ta mère, enfin par nous aussi, donc, quand il arrive au musée, au Rousset, il marquait le carré, mais il ne marquait pas la couche. Donc, quand on reprend les niveaux, on a des carrés, mais on ne sait pas exactement où se situe le niveau par rapport à la séquence. Voilà, bon, ça c'est le point qui est désagréable, qui est frustrant par rapport à l'ogerie. Et ça, mon père non plus lui a pas dit, mais dis donc. Ah non. Ouais, et puis je pense que ben, le temps passe trop vite, et je pense parce qu'elle, elle savait quand même. Je pense que. Oui, elle connaissait ses repères. Elle avait ses repères. Elle supervisait, donc, elle avait ses repères. Mais nous, on ne nous a pas transmis ses repères. Et. Alors bon, il y a des trucs, la couche, c'est avec avec Jean-Patrick Caille, donc le Magda moyen, bon, là celle-là, je peux pas. On peut pas. Celle-là, il n'y a aucun problème, parce que c'est la couche rouge, très au cret. Donc, et puis le matériel contenu, si tu veux, il marque bien le niveau. Donc là, celle-là, c'est la partie haute sous le rocher, là, près du tableau noir. Celle-là, il n'y a pas de problème. Mais tout ce qui est, on parlait tout à l'heure du proto-mongolien, des niveaux qui étaient dans l'eau en bas, bon, mais celle-là, on ne peut pas tirer grand-chose. Hein. Sinon, des objets typologiques, bon. Comme s'ils avaient été ramassés en vrac, par exemple. Comme s'ils avaient été ramassés en vrac. C'est marrant parce que tu vois, ça tourne sous le sens vu comment tu le racontes. Ben oui, mais moi c'est après, si tu veux, que j'ai réalisé et que j'ai regretté de ne pas avoir. Bon, mais j'étais pas à l'époque, j'étais pas prêt pour dire, enfin prêt pour comprendre que il fallait que ce soit corrélé à un repère absolu, unique, niveau zéro général. Unique pour tout le gisement. Niveau zéro général. Ça aurait pu être n'importe quoi, ça aurait pu être en haut de la chape de béton du truc, n'importe quoi, mais quelque chose, quoi. Ouais. Et il fallait pas grand chose, il fallait juste un niveau de chantier et une mire. Et comme les niveaux, si tu veux, bah, ils ont disparu, donc on ne peut plus, aujourd'hui, les niveaux à ficelle, bon...
Et un jour, ça va être repris LHE, parce que quand même, il reste encore probablement Ouais. plein de... Un jour, Non. mais enfin, pour l'instant, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas de repreneur Non, non, puis là, très c'est motivé les fouilles... pour le blé. Ouais, ouais. Bon, on fait beaucoup de sauvetage. Les fouilles programmées sont faites étaient faites surtout par les Ricains parce qu'il y avait du fric. Que ce soit le Roc de Marsal, que ce soit Castanet à Castelmerde. C'est les Américains, parce il y avait du fric. Bon, cette année, il y en a eu un petit peu moins quand même, parce que le dollar est un petit peu tombé, donc... Les Américains continuent à fouiller en Périgord. Ah ben ouais. Ouais, d'ailleurs, ils fouillent mieux davantage que nous. Alors nous, on a... bon, moi, j'ai fouillé à l'abri Pato aussi avec Ronan Espoulet. On a repris des fouilles. Bon, je fouille avec Randy à Castanet. Je participe aussi au pillage avec Jean-Guillaume Bord, justement. Ah ben oui, quand je suis allé te chercher à Castanet, il y avait des Américaines, il y avait 2 nanas. Plus ou Ouais. moins. Ah oui, c'est vrai, non, ça me revient. Ouais, non, mais nous, les fouilles en France, c'est... Non, et puis, bon, on nous dit, vous n'avez pas publié, donc c'est pas là, on ne peut pas vous donner une autre autorisation. On a publié d'abord, après on verra. Ouais, mais enfin, c'est complètement... c'est de la bêtise, parce que on ne fait que publier. Bon, maintenant, je commence à voir 50 ou 60 publications, tu vois, ça commence à faire. Et donc, tout ça, c'est... les publications, elles se font quand même sur ce que tu as... sur tout ce que tu as sorti, sur l'interprétation du matériel de tes fouilles, etc., etc. Alors, c'est un investissement, même si c'est pas publié, une monographie, ça c'est quoi une monographie? C'est pas... Et ça t'arrive encore de trouver des gisements? C'est quelque chose qui arrive encore Ouais, mais je préfère les éviter. Ah ouais, parce que t'as trop les boules de ne pas pouvoir les exploiter. Ouais. Alors, les gisements, bon, si on tombe sur des indices, bon, on les note et puis on les signale. Non, moi, si tu veux, ce que j'ai fait, bon, on a un potentiel de site qui est suffisamment représentatif de l'occupation. Bon, c'est sur le Paléo-Sud, hein, donc l'occupation Paléo-Sud. Le fait d'être resté quand même quelques années au musée, je connais un petit peu, enfin, bon, je connais très bien les séries, parce que je les ai toutes passées en revue. J'ai une vision au niveau de l'Aquitaine, il y en a peu qui ont la vision que j'ai sur le politique supérieur aquitain. Donc ça me permet de faire des synthèses sur le travail, sur les occupations. Et en plus, là-dessus, j'ai rajouté la couche, bon, il y a la couche géomorphologique indispensable. Un site ne s'étudie que dans son environnement, comme je disais tout à l'heure. Mais j'ai rajouté la couche des matières premières, d'où proviennent les matériaux, à quel endroit on peut les récolter, comment on peut les récolter, quels sont les stigmates, les caractéristiques de chacun de ces matériaux, est-ce qu'ils sont locaux, est-ce qu'ils viennent de loin, ce loin c'est où, et quel niveau dans ce lointain. Tout ça, ça fait partie de ma recherche et c'est là-dessus que j'ai travaillé pendant 25 ans. C'est-à-dire que tel silex, d'où vient le silex lui-même? Oui. Ouais. Et parce que c'est pas forcément du coin. c'est pas forcément du coin. Donc les mecs, ils se travaillent des caillasses Ouais. sur des longues distances des fois. Mais le bergeracois diffusé, le bergeracois, bon, l'exemple c'est le bergeracois, mais dans les Pyrénées, tu as du bergeracois. Atlantique, tu as du bergeracois, alors le point pour le Pacifique supérieur le plus lointain, c'est Béziers. À Béziers 350 km. À Béziers, sur le site de Régismont-le-Haut, c'est de l'Aurignacien plutôt évolué, donc autour de 28 000 ans, 27 000 ans. Tu as de l'Aurignacien avec du bergeracois, du fumélois, du silex de Fumel, et du silex de Corrèze. Ça doit être dur d'être sûr que la matière vient bien de... Oui, bon, mais ça c'est... C'est-à-dire, ça se voit, quoi. C'est-à-dire qu'au début, non, mais c'est bon, c'est toujours pareil, c'est un travail. Après, il y a l'observation, tu regardes ton échantillon, il y a tous les éléments, pétrographie, toutes les caractéristiques spécifiques
à un matériau. Mais bon, quand tu en as un, et puis tu en as un autre à côté qui converge avec une présence lointaine mais proche de la première, et quand tu en as un troisième qui confirme, c'est-à-dire que d'abord tu as les marqueurs, ce que j'appelle les marqueurs, et puis après tu as les faisceaux. C'est-à-dire que tu as plusieurs éléments qui convergent sur la même origine. Et puis, bon, après tu as les jalons, c'est-à-dire que entre deux points, tu as des intermédiaires. Et ces intermédiaires, tu vas les retrouver sur le site aussi. Ah ouais. Ce qui fait que tu as la trajectoire. Ouais, ouais. Et ça, je me suis un petit peu amusé. C'est vraiment l'élément qui me passionne. C'est-à-dire, bon, ben, la préhistoire, oui, mais comme je te disais, moi, travailler sur l'angle du burin, bon, c'est intéressant parce que dans le fonctionnel, mais il n'y a pas que ça. Il y a ça, mais bon, moi, chaque fois, je recherche le bonhomme derrière. C'est-à-dire, bon, par où il est passé, qu'est-ce qu'il a travaillé, quelle technique il a utilisée, quelle méthode, est-ce qu'il a pu croiser d'autres gens, quelle méthode, quelle technique, quelle matière. Tu vois, et ça, le recoupement, c'est chouette. Mais là, je suis en train de travailler sur un article. J'ai fait une approche sur le Quercy. Je me suis posé la question, c'était de savoir si c'était les paléolithiques supérieurs du Quercy ou les paléolithiques supérieurs en Quercy. C'était assez amusant. Et puis finalement, ben, voilà, ben, il y a eu des glaciations, il y a des gens qui bougeaient, il y a des animaux qui se déplaçaient et les gens qui suivaient derrière. Donc à un moment donné, tu les trouvais à un endroit, à un autre moment, tu les trouvais à un autre endroit. Et ça, c'est ce qui est intéressant. Bien sûr. Parce que se représenter la préhistoire comme on se l'a représenté il y a 20 ans ou il y a 25 ans, les gus ils sont dans leur grotte, tu vois, ils attendent que les rennes passent devant la porte pour les abattre. Bon, on n'est pas dans ces schémas-là. Donc c'est des gens qui se déplacent, qui vont en Bergeracois chercher de la matière, etc., qui ont des contacts avec le Haut-Agenais, le Fumélois. En retour ici, j'ai fumé à la logerie, à Pateau, etc. Donc on a les bonhommes là. Là on les suit. Bon, chronologiquement aussi on est bien. On commence à avoir bon, on n'est jamais assez précis, mais bon c'est pas mal. Donc là on commence à entrevoir une vie sociale des groupes humains, une évolution dans un environnement. Voilà, bon. Ah, ça doit être On super est intéressant, avec le bonhomme là. Ah, ouais, ouais.